On s'est fait arrêter par des motards pour un contrôle. Et on a eu peur. Ils ont pris son permis. Ils sont restés un moment, on a dit ça y est, on va être bloqué ici. Depuis le début des faits, vous n'avez jamais revu votre frère? Ah non, à part la photo. Ah oui. Toujours avec 2000, 6000 et 4000. Il nous a mis notre vie en l'air, quoi. Cette identité-là, c'est bien votre papa? Oui, c'est ce qu'on a, effectivement. Enfin, pour te dire, là, aujourd'hui, j'ai dû payer plus de presque 10 000 € pour des amendes que je reçois en cascade. Moi, on me demande de payer toutes ces amendes-là, alors que je n'ai pas de véhicule, tout simplement. L'histoire, c'est que je n'ai pas de véhicule. Je vois sur le quai une femme qui me regarde bizarrement. Je lui dis, pardon madame, on se connaît? Elle me dit, bah évidemment qu'on se connaît. Ça fait quand même des semaines qu'on se parle par messagerie. Ouais, il suffit de taper mon nom pour découvrir en temps réel, chaque jour, 10 faux profils. Toute cette affaire a démarré quelque temps après que mon mari décède. J'étais en manque affectif évident. J'avais vraiment besoin de donner à quelqu'un. La plupart sont 250. Là, je vois les montants, 7 500 €. Il s'attaque aux plus faibles. Quels que soient les dégâts psychologiques, il y a zéro limite. Alexandre Stamper, 25 ans, est un jeune cadre en ressources humaines. Depuis plus d'1 an, un usurpateur se fait passer pour lui. C'est pas une amende, visiblement. J'ai ce rituel-là, hein, tous les jours, d'aller récupérer le courrier, en espérant que ce soit pas une mauvaise nouvelle. Toujours un petit stress? Toujours un petit stress, voilà. On espère, mais on sait que ça va arriver, on se demande quand. Depuis l'année dernière, Alexandre reçoit très régulièrement des amendes pour des infractions qu'il n'a pas commises. Ici, on a les différents PV. Du coup, j'ai dû aller faire au commissariat pour toutes les plaintes, finalement. Ici, on a toutes les amendes que j'ai reçues. Ce sont des amendes majorées pour la plupart, que je reçois directement, du coup, à mon adresse administrative. Et ici sont encore d'autres amendes. Toutes celles-ci sont uniquement des amendes concernant des postes de stationnement majorés. Donc, vous en avez combien là? Là, il y en a au moins 70. Et donc à ce jour, combien a-t-il prélevé? On m'a prélevé sur mon compte bancaire uniquement de saisie administrative à tiers détenteur plus de 6 500 €. Et encore, je suis gentil, je pense qu'on en est sur des sommes plus élevées. Ces sommes-là, vous les aviez sur votre compte? Non, elles n'étaient pas sur mon compte, j'ai dû aller piocher dans mes livrets d'épargne, parce que sinon mon compte se retrouvait tout simplement débiteur. Ça engendre des frais bancaires de l'ordre de centaines d'euros que ponctionne la banque, et ils me disent qu'ils peuvent rien faire contre ça, et qu'on peut pas me les rembourser, et que tout ça, bien évidemment, me sera remboursé le jour où je serai reconnu innocent. Et ça fait beaucoup d'argent, tout simplement, qui part en fumée pour des faits qui me sont reprochés, qui sont totalement faux. Problème, Alexandre ne peut matériellement pas être l'auteur de ces infractions. Moi, on me demande de payer toutes ces amendes-là, alors que je n'ai pas de véhicule, tout simplement. L'histoire, c'est que je n'ai pas de véhicule et je n'ai jamais garé de voiture sur cette adresse à Paris. Face à cette situation ubuesque et au manque de réaction de l'administration, Alexandre a été contraint d'engager une avocate à ses frais, encore une fois. Du coup, donc l'un des derniers mails que j'ai reçu de mon avocate, elle m'informe que la commission du contentieux du stationnement payant, donc qui est la juridiction qui traite les contestations de toutes ces amendes liées au stationnement, a enfin commencé à enregistrer seulement mes requêtes. Donc il faut savoir que du coup j'ai dû faire contester manuellement toutes ces 70 amendes, une par une, qui m'a pris des heures et des heures. Malgré les efforts d'Alexandre et l'action de l'avocate pour contester ces amendes, le Trésor public, lui, ne veut rien entendre et poursuit les saisies. Et là, voilà, un autre mail de mon avocate affirmant qu'un énième refus de la trésorerie d'arrêter les poursuites. Même mon avocate a l'air un peu au bout du rouleau. Et qu'est-ce qu'il a mis comme sentiment par rapport à cette situation-là? De la colère auprès de toutes les instances et juridictions avec lesquelles sont en lien mon usurpation. Et de la colère auprès de la police qui ne traite pas mes plaintes, qui ne se rendent pas sur place pour essayer de faire quoi que ce soit. Donc c'est de la colère, c'est de l'incompréhension et c'est de l'injustice. Une injustice d'autant plus incompréhensible
car selon lui, la police posséderait des informations qu'elle n'aurait pas complètement exploitées. Dans quelques jours, décidé à en avoir le cœur net, le jeune homme tentera de mener lui-même sa propre enquête. Paris, dans le 17e arrondissement. Depuis plus de 4 ans, Bertrand est victime d'usurpation d'identité. Il tient à rester anonyme, par crainte des réactions que pourrait susciter son témoignage. Regardez l'impact que ça a. Je suis amoureux et un couple. Mais ma photo circule sur Tinder, sur tous les sites de rencontres. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui me connaissent? Des gens qui connaissent ma femme? Comment leur expliquer que c'est pas moi? Vous vous rendez compte que des photos de moi ont été utilisées pour faire la pub d'un site de rencontre? Un site officiel. Ils ont volé mes photos. Au début, ça fait presque sourire, et c'est flatteur. Aujourd'hui, ça fait plus rire. Ça fait plus rire du tout. Entrepreneur à succès dans le digital, quinquagénaire au physique avantageux, le profil de Bertrand a tout pour séduire. Ouais, il suffit de taper mon nom pour découvrir en temps réel, chaque jour, 10 faux profils. Derrière ces faux comptes, des escrocs qui séduisent des femmes sur Internet avec un seul objectif, leur soutirer un maximum d'argent. Pour arriver à leur fin, ils ont tout simplement volé les photos flatteuses de Bertrand trouvées sur ses réseaux sociaux. Ah, ils ont fait une photo un peu de dessin animé. Ouais, il suffit de taper mon nom et vous trouvez avec mon nom exactement la même orthographe. Et une photo un peu retravaillée. Des dizaines de profils. Aucun problème, ça choque personne. Photos signalées depuis 4 ans auprès de Facebook. C'est toujours les mêmes. Une quarantaine de photos volées, usurpées. Ils les connaissent très bien, ils laissent faire. Les faux comptes, créés à partir de son profil, ont fait illusion auprès de très nombreuses femmes. Certaines ont cru alors vivre une véritable histoire d'amour avec Bertrand. Des histoires sans conséquences pour lui, jusqu'à l'été 2018. Tout a commencé il y a 4 ans. En juillet, je suis sur un bateau, dans un port, avec mon fils et des amis, et je vois sur le quai une femme qui me regarde bizarrement. Je vais sur le quai, elle m'appelle par mon prénom. Je lui dis « Pardon madame, on se connaît ?» Elle me dit « Évidemment qu'on se connaît, ça fait quand même des semaines qu'on se parle par messagerie. » Tout de suite, je vois qu'il y a un problème. Elle me montre son téléphone, et là, stupéfaction, la photo de son téléphone, c'est moi. Et elle me montre des échanges de messages entre, soi-disant, elle et moi. Et elle me dit « Je t'ai quand même envoyé 40 000 €. Là, évidemment, je percute tout de suite qu'elle s'est fait avoir, qu'elle a affaire à des escrocs, évidemment, je ne connais pas cette femme. Je coupe court rapidement, je dis « Madame, vous voyez bien que c'est pas moi, vous avez été abusé par des gens qui se font passer pour moi, j'y suis pour rien, et je pars. » Et durant les 2 ans qui ont suivi, cette femme m'a harcelé, a contacté mon fils en lui disant « Tu sais que je vis une grande histoire d'amour avec ton père », a contacté les bureaux de mon ex-femme, et a commencé à dire que je lui avais volé de l'argent. Je l'ai sommé de porter plainte, ce qu'elle a enfin fait. Et au bout d'un moment, j'ai su par la gendarmerie que cette femme avait vidé tous ses comptes en banque, avait vidé les comptes en banque de sa vieille mère, avait emprunté de l'argent et avait envoyé plus de 200 000 € aux escrocs. Imaginez que des parents de ces victimes voient l'histoire avec des photos avec ma gueule et se disent « Mais c'est quoi ce salaud qui a volé ma mère, qui a volé ma grand-mère, a fortiori si elle s'est suicidée ?» Aujourd'hui, je vis dans la crainte de croiser un parent de victime qui pourrait croire que c'est moi. Donc, comment expliquer à une victime ou un parent de victime que c'est pas moi? La confrontation peut être virile, hein? Oui, bien sûr, j'en ai peur. C'est pour ça que j'ai fait des mains courantes, c'est pour ça que j'ai porté plainte. Depuis quelques années, les usurpations d'identité se multiplient via les réseaux sociaux. Mais les arnaqueurs ne sont pas toujours des anonymes, loin de là. À 60 ans, Patrick vit un cauchemar au quotidien. J'évacue tout le stress de la semaine déjà du travail et puis ça m'évite de penser aux soucis que j'ai actuellement.
Depuis plus de 25 ans, un usurpateur se sert de son identité à ses dépens. Des fois, j'ai eu un peu des idées noires même. J'ai jamais rien dit, mais c'est vrai que c'était dur. Patrick, employé dans une boucherie, vit à Margaux, près de Bordeaux, avec sa femme Sylvie, agent d'entretien dans une école primaire. Sylvie, Oui. les papiers, tu les as où? Quel papier? Et de l'affaire. Hein? L'affaire, tout ça, là. Ah, c'est en haut, là, je les ai montés. Je vais aller les chercher. Dans cette pochette, l'historique des nombreuses infractions que le couple s'est vu reprocher à tort. Le coupable. Le coupable, c'est son demi-frère. En 96, il avait déjà pris l'identité de mon mari. Pour usurper son identité, il a dû voler le livret de famille au domicile de sa propre mère. Une fois en sa possession, le demi-frère indélicat a pu demander un extrait de naissance et derrière, obtenir très facilement une nouvelle carte d'identité. Les vrais faux papiers en poche, il a alors multiplié les infractions en toute impunité. Ah oui. C'est les... qui louent tout. Il avait loué du matériel, il n'a jamais payé. Ouvrier à son compte dans le BTP, l'usurpateur louait du matériel de chantier au nom de Patrick. Ah oui, 3400. À chaque fois, c'est à lui qu'on a demandé de régler la note. Jusqu'au jour où il a été rattrapé par les banques. Ça, c'est quoi, La Banque de France. C'est en 99, quand on a voulu acheter une voiture, mais on s'est retrouvé fiché. Considéré comme mauvais payeur, pendant de longues années, Patrick et sa femme n'ont pas eu le droit de contracter de crédit. Pire encore, à chaque nouvelle usurpation, ils doivent se justifier. C'est l'amende? Oui. Réclamation d'une amende pour excès de vitesse dans le cadre d'une usurpation d'identité. C'est le courrier au procureur, ça, qu'on avait fait. Vous en avez fait beaucoup de démarches? Oui. Oui. Mais déjà, il a fallu prouver notre innocence auprès de chaque organisme. Donc ça a été quand même de la bataille, parce qu'il y en a qui ne nous croyaient pas, donc il fallait envoyer les preuves. On a eu des soucis avec les impôts, des salaires qui apparaissaient sur nos déclarations d'impôts qui n'étaient pas à nous. Il a fallu se justifier. Et ça pas... Là, par contre, ça n'a pas été facile. Parce que la dame m'a répondu, c'est la dernière fois, madame. Vous voyez tout ça, tous les éléments, qu'est-ce que ça me fait? Au bout de tant d'années, ça n'a pas bougé. On se dit, c'est des années, voilà, de problèmes, de soucis. De stress. De stress permanent. Pour moi, ça a été une période très difficile, très dure. Les enfants s'en souviennent, les gendarmes à la maison, les huissiers, contrôleurs de la CAF. Vous savez, quand vous avez les gendarmes qui arrivent un 1er janvier pour venir chercher le papa, ça a été très dur. Kevin, le garçon, il a pas oublié ça. Et même Jennifer. Hein. Ils sont encore en colère? Toujours en colère. Toujours en colère parce qu'ils voient qu'on arrive à l'âge qu'on a et qu'on n'a rien, on n'a pas de maison. Et ils sont en colère. Très en colère parce qu'il nous a mis notre vie en l'air, quoi. Parce que là, à l'heure actuelle, il n'a toujours pas de papier. Voilà. Toujours pas ma carte d'identité. Voilà. Il n'a toujours pas de carte d'identité. Voilà. En 25 ans, cette usurpation a coûté au couple plus de 10 000 euros. Pour vous, le préjudice est plus financier ou moral, finalement? Moral. C'est moral, ouais. Moral. On est fatigué de tout ça, on en a marre, quoi. Puis le pire, ce que je vous dis, ils savent qui c'est, ils savent où il est, mais ils continuent et personne ne nous dit rien, quoi. À chaque fois, les plaintes de Patrick ont été classées sans suite. Salut. Salut. Ça va, frangin? Ça va et toi? Une situation d'autant plus étonnante qu'il n'a pas été la seule victime dans cette histoire. Ça va? Allez, rentrez. Son propre frère cadet, Philippe, a failli perdre aussi beaucoup d'argent. Ah ben il faut des courriers, et puis voilà, des réclamations, enfin, voilà, tu vois, quand il m'avait fait, tu vois. Ah oui. Quand même, tu vois, 2000, 6000 et 4000. Tu vois, 3 fois, il m'a... Voilà, c'est 3 fois, ouais. C'est plus pour me saluer cette année. Tranquille. Ouais. Bon, j'en rigole. Ouais, parce que ça a récupéré. Ouais. C'est ça, surtout. Bah, c'était 12 000 euros, quoi. À ce moment-là, j'avais besoin un petit peu d'argent, et puis, quand vous arrivez, que vous voulez prendre un petit peu d'argent, tu me dis, il vous reste à 40 euros, ou je sais pas quoi,
Vous êtes un peu mal à l'aise. A priori, ici aussi, l'usurpateur s'est servi du livret de famille volé pour refaire une carte d'identité, cette fois au nom de Philippe, et vider son compte en banque. Une sombre histoire qui va peut-être bientôt trouver une fin après 26 longues années. Retour à Paris avec Bertrand, l'entrepreneur à l'origine, bien malgré lui, d'une gigantesque arnaque aux sentiments sur le net. Les femmes qui ont cru au prince charmant, Bertrand ne les compte plus. Pendant de longs mois, il a régulièrement reçu des lettres de victimes désespérées. Lettre reçue. Alors plus de nouvelles maintenant que je ne donne plus l'argent. Juste un dernier mail. Pour me dire je t'aime, etc. Voilà encore une femme qui a été escroquée, qui a envoyé de l'argent, qui a fini par se rendre compte que c'était pas normal, qu'elle était abusée. Vous avez reçu combien, des comme ça? Des lettres manuscrites, peut-être une dizaine. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Je croyais échanger avec vous, et un des salauds ont usurpé votre identité, ce qui m'a beaucoup choqué. J'ai 62 ans, je suis responsable de mes actes et ne souhaite pas perturber votre vie. Simplement, j'aimerais vraiment que vous puissiez m'accorder une rencontre. C'est-à-dire que cette femme s'est fait escroquer, s'en est rendu compte, mais tout de même, au fond d'elle, elle aimerait bien me rencontrer. Parce que ces gens ont passé des semaines, parfois des mois, à penser sincèrement, à croire sincèrement en une histoire d'amour avec un escroc qui utilise mes photos usurpées. C'est pervers. C'est pervers, c'est dégueulasse, c'est immonde, parce qu'évidemment, les escrocs partent avec l'argent et laissent ces pauvres gens, ces pauvres femmes, seules avec leur dépression et leurs dettes, bien souvent. La vie a fait que je t'ai connu trop tard. Il faut voir ce que ces voyous, ces salopards racontent aux victimes. Oui, quantité de photomontages, des photos avec la photo de la victime et moi, des messages d'amour. Ça se voit quand même, que c'est du faux, mais bon. Mimi et Seb, je t'aime mon amour, n'en doute pas, etc., etc. Tiens, moi avec un petit chien. C'est dégueulasse. Ils savent viser les plus faibles. Ils voient bien ce réseau, ils tapent des femmes avec des prénoms un peu anciens, avec une photo de chien, des veuves. Ils s'attaquent aux plus faibles, quels que soient les dégâts psychologiques, quels que soient les suicides. Et il y a nos limites pour eux, il y a zéro limite. Une femme victime d'un faux Bertrand, nous en avons rencontré une dans le sud de la France. Dans les Bouches-du-Rhône, Françoise, 72 ans, fait partie de ces femmes tombées dans le piège de l'arnaque aux sentiments. Toute cette affaire a démarré quelque temps après que mon mari décède, malheureusement, de la maladie d'Alzheimer. Donc j'étais sûrement très très fragilisée, j'étais en manque affectif évident. J'avais vraiment besoin de donner à quelqu'un. C'est sûr qu'arriver après un décès comme ça dramatique et en pleine période de confinement où on allait vivre quelque chose de lourd et très seul, c'était inespéré quelque part. Ça pouvait être une gaieté au milieu de ce monde très très morose de l'époque. Pendant plusieurs semaines, Françoise a cru entretenir une relation amoureuse avec Bertrand. En réalité, un escroc qui utilisait les photos de ce dernier sous un prénom d'emprunt. Alors ça, c'est tout l'album photo que j'ai reçu. Comme vous voyez, il y en a un certain nombre. Il y en a sur son bateau. Il y en a en Thaïlande, où il était en mission humanitaire. Il y en a avec son fils. Il y en a de la fameuse filleule au Mali. Après... Filleule fictive? Fictive, bien évidemment. Là, j'avais demandé une photo avec le journal du jour. Donc c'est avec le journal de l'équipe, dans l'aéroport de Roissy. Ah, ça, c'est un photomontage? Joli montage. On reçoit un document comme ça, on y croit forcément. Bah oui, ça paraît logique, hein. C'est fausse carte d'identité. Il y a des tampons officiels partout, donc... Oh là là, quand j'y pense, c'est dingue. Oh, tout s'est fait par l'entremise d'un site de rencontre. J'ai trouvé un profil qui me paraissait intéressant. Très vite, on a abandonné le site
pour se rencontrer par WhatsApp. On a commencé par faire connaissance et puis petit à petit, il m'a raconté son histoire, soi-disant. Son meilleur ami qui habitait le Mali avait une petite fille et que cette petite fille se trouvait orpheline car lui et sa femme étaient décédés dans un accident de voiture. Donc il avait décidé d'essayer d'adopter cette petite fille. Il travaillait dans l'humanitaire, donc il avait peu de moyens. Et donc il fallait l'aider à obtenir les certificats d'adoption, travailler avec l'avocat là-bas au Mali et autres. Tout ça a été très 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 bien monté. Et alors vous avez fait plusieurs versements, comment ça s'est passé? Plusieurs petits versements, jusqu'au jour où il m'a dit « ça y est, je vais avoir le certificat d'adoption, mais il me faut un peu plus d'argent ». Je ne me souviens plus, mais je crois qu'il fallait une somme importante, type 20 000 €. Et puis moi, en confiance, comme il m'envoyait des appels au secours tellement importants, j'ai dit « bon, je vais les faire ». Au total, l'escroc a réussi à soutirer à Françoise presque 50 000 €. Alors ici, c'est le dossier de cette seule histoire. Ça, c'est ce qu'on appelle des PCS, qui est le mode avec lequel j'ai envoyé l'argent. Comme vous voyez, il y en a une certaine épaisseur. On apporte du cash et on vous fait des PCS. Et ça peut être touché directement dans n'importe quel endroit de l'autre côté en cash. Donc il y a des montants variables de 250, 50 €. La plupart sont de 250, ce que je vois. Oui. 250, 50 €. Et ça, à quelle fréquence? 2-3 par semaine, je pense. Mais en regardant mes notes, je m'aperçois que j'ai quand même fait 76 PCS et 4 virements bancaires. Je vois les montants, 7 500 € pour un virement, 7 500 pour l'autre, 2 500. Pour comprendre comment Françoise a pu se laisser manipuler, nous avons enquêté et retrouvé un de ses escrocs, ou plutôt ancien escroc, un repenti originaire de Côte d'Ivoire qui nous révélera les dessous de ses arnaques. À Malakoff, Alexandre, le jeune cadre en recrutement qui croule sous les amendes de la circulation, a décidé de prendre les choses en main. La voiture, à l'origine de tous ces problèmes, la voici. Alexandre a réussi à obtenir le nom et l'adresse de la personne censée la lui avoir vendue. Nous décidons de nous rendre sur place. Nous filmons en caméra discrète. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Quelle raison vous voulez? Donc voilà, monsieur aurait subi, enfin pas aurait subi, a subi ce qu'on appelle une usurpation d'identité. Oui. Et d'après ce qu'on sait, mais on cherche à savoir si c'est vraiment vrai, Ok. Votre papa aurait vendu un véhicule à ce monsieur. Mon père n'est pas là. Ok. J'arrive, je vais descendre. Ouais, merci. Donc, du coup, cette identité-là, c'est bien votre papa? Oui, c'est ce qu'on a, effectivement. Parce qu'en fait, moi, je vous explique ce véhicule-là. Enfin, après, il faut que je vois avec mon père. Mais on a eu effectivement une Citroën Xara qui a été achetée. On nous l'a acheté. Ton papa l'a vendu? Le véhicule a été accidenté et donc après, il a été revendu, je crois, en professionnel. Après, nous, il n'y a pas de souci, hein, si on peut en répondre. Bah oui, c'est pour ça que je viens, parce que du coup, je sais pas en fait comment moi, mon identité a pu sortir. Parce que j'ai pas de voiture et Vous avez été propriétaire de ce véhicule? Non, moi j'ai pas de voiture et j'ai jamais acheté de voiture. Moi, je voudrais savoir, lui, à qui il a vendu le véhicule, parce que forcément, ton père doit avoir un certificat de cession. Voilà, bon, s'il a tous les documents, moi, ça serait des preuves, en fait, pour moi. Parce que du coup, pour te dire, là, aujourd'hui, j'ai dû payer plus de presque 10 000 € de ma poche. Voilà, donc pour des amendes que je reçois en cascade. Je vous avoue, même moi, je suis juriste, donc je gère ce type de dossier pour vous dire, au niveau de la protection juridique, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, il n'est pas là. Vous êtes moi, je suis juriste en assurance de protection juridique. Donc, je travaille pour la GMF, la MMA et la MAF. Et c'est pareil, hein, c'est les mêmes. C'est fréquent? C'est des personnes comme vous qui viennent me voir. C'est fréquent? Oui, c'est très très fréquent. C'est limite banal pour nous. Avant de quitter la jeune femme, nous échangeons nos numéros de téléphone. Merci. Je vous en prie. Merci. Je vous contacte de toute façon. Ok, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Alors Alexandre, vous en pensez quoi? Je sais pas, la fille a l'air d'être de bonne foi. Vous avancez un peu? On avance un petit peu.
étape par étape. Là, j'attends beaucoup du coup de l'échange que j'aurai avec monsieur, la personne du coup qui m'aurait vendu le véhicule. En attendant ce coup de fil, nous explorons une autre piste. Sur la fiche signalétique de la Citroën grise, il y a aussi l'adresse de l'acheteur, celui qui s'est fait passer pour Alexandre. Il habiterait au 17 avenue Victor Hugo, à Brunoy, dans l'Essonne. Cette adresse existe-t-elle vraiment, ou bien l'usurpateur a-t-il voulu brouiller les pistes? Sur place, l'avenue existe bien, mais impossible de trouver le numéro 17. Bonjour. Vous savez si ce côté de la rue... ça peut être que de l'autre côté, puisque c'est en impair. Voilà, mais il n'y a pas apparemment. Non. Ah, parce qu'il donne sur les autres. Non, il n'y a pas de rue que c'est en impair. Voilà. Merci. Bon week-end. Au revoir. On a demandé confirmation au voisinage et il n'y aurait pas l'adresse indiquée dans cette rue, tout simplement. C'est un élément qui peut vous aider éventuellement? Prouver, une fois de plus, en tout cas, que les informations qui ont été communiquées à mon égard sont fausses. Donc ouais, là je sais pas, il n'y a pas le numéro dans cette rue en tout cas. Juste avant que nous repartions, la fille du vendeur de la voiture rappelle Alexandre, comme promis. Allô? Oui? Bonjour. Je me permets de te contacter donc, par rapport à tout à l'heure, un entretien qu'on a eu. Oui. Donc je me suis entretenu avec mon père, donc nous on a tous les documents par rapport à la personne qui a acheté. D'accord. Au niveau de sa carte d'identité, c'est bien Alexandre Stamper, hein, comme vous. D'accord. Et il y a un nom de... Parce qu'il y a une vraie carte d'identité du coup Oui, moi j'ai carte d'identité, j'ai le certificat de cession. Donc ce véhicule, il a été vendu pour pièces. Donc il y a bien tout au niveau des attestations qui ont été signées par cette personne-là. Donc il y a une photo également. Et du coup, la vente, elle a été faite en face à face. Enfin, je veux dire, ton père, du coup, a été confronté à la personne avec qui il a vendu le véhicule? Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Ok. Oh, vous avez même monté sur le tas. Oui, et bah, c'était lui et mon frère qui étaient ensemble ce jour-là. Ok, d'accord. Oui, donc il pourrait dire en tout cas que ce n'était pas moi la personne. Enfin... Après ce coup de fil, une seule certitude. La carte d'identité d'Alexandre a bel et bien été falsifiée. À ce jour, il ne sait toujours pas comment. Je sais pas. L'usurpateur, s'il est arrêté un jour, risque 15 000 € d'amende et 1 an de prison. En attendant, pour Alexandre, les amendes continuent de s'accumuler. Retour avec Patrick, l'employé boucher qui paye pour les infractions de son demi-frère depuis plus de 25 ans. Grâce à sa femme, il a tenu bon pendant toutes ces années. Jusqu'à présent, le couple n'avait pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat, mais il y a peu, Patrick a touché un petit héritage. Venez, on va s'installer, je vous laisse vous asseoir là. Je suis très heureuse en tout cas de vous rencontrer, enfin. Il y a 4 mois, Patrick a confié son dossier à Maître Eck, une avocate parisienne. Aujourd'hui, elle a déjà une bonne nouvelle à leur annoncer. 2 mois après avoir été entendu par les gendarmes, le demi-frère, qui a reconnu les faits, va devoir rendre des comptes. Pour vous expliquer un petit peu, donc votre frère, il est renvoyé en ce qu'on appelle la CRPC pour aller plus vite, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est ce qu'on appelle une procédure alternative aux poursuites. Quand les faits sont reconnus, on peut passer par cette procédure qu'on appelle aussi le plaidé coupable. Lui-même reconnaît être coupable. Donc cette partie-là n'a pas besoin d'être développée. Et du coup, seule doit être développée la question de quelle sanction et la question des dommages et intérêts pour vous en qualité de victime. Ce qu'il va surtout falloir, mais on va y venir, c'est qu'on fasse le point ensemble sur vraiment tous les préjudices du coup que vous avez subis et sur toutes les pièces que vous pourriez me fournir, puisque il faut impérativement justifier de chaque préjudice pour être indemnisé. Étant précisé que malheureusement, les tribunaux sont pas généreux. Parce que depuis le début des faits, en 96 ou 98, enfin le moment où vous le découvrez, vous n'avez jamais revu votre frère? Ah non. Ouais. Ah non, jamais revu. Donc, s'il se présente à la CRPC, ce sera la première fois depuis... À part la photo. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur l'audience en elle-même ou sur l'affaire de façon plus générale Oui, l'audience, vous serez là alors? Oui, je serai là. Je serai là. On est content.
Avoir un avocat à ses côtés, une obligation en cas d'usurpation d'identité, car les victimes comme Patrick et sa femme se retrouvent bien souvent démunies. Ce que je ressens quotidiennement, c'est que c'est hyper difficile parce qu'on a des victimes qui sont face aussi à beaucoup d'interlocuteurs qui, au lieu d'envisager la possibilité que, effectivement, elles disent peut-être la vérité et que, oui, elles sont peut-être victimes, eh ben, le comportement, c'est souvent « Vous êtes victime ? Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai et que vous êtes vraiment victime ? Mais prouvez-nous que vous êtes victime. » Donc c'est super difficile. C'est du délire. À bientôt. Par téléphone. Oui. Merci. Et j'attends vos pièces. Hein. Oui, d'accord. Dès que possible. D'accord. Okay. Merci. Grâce à l'intervention de l'avocate, tout s'est accéléré. Le demi-frère indélicat va enfin être jugé. Habitant à Toulouse, c'est dans la Ville Rose que son procès se tient cet après-midi. Après 25 ans de lutte, pour Patrick et sa femme, c'est peut-être la fin du cauchemar. Alors Patrick, Sylvie, c'est le grand jour? Oui. Un peu stressé. Mais bon, on verra bien. On espère que Patrick va retrouver son identité. Surtout ça, quoi. Et puis que lui soit puni des faits qu'il nous a fait subir. Ouais, mais j'espère surtout qu'il a un avocat, parce que s'il n'a pas d'avocat, pour aujourd'hui, c'est mort. Comment vous allez? Ça va. On est content. Ça y est, là. J'ai des choses à vous dire. Oui. Du positif et du un peu moins positif. Le un peu moins positif, c'est que le demi-frère n'est pas venu à l'audience. Il a envoyé son avocat négocier un arrangement avec le procureur. Donc le procureur de la République a proposé à votre demi-frère une peine de 6 mois d'emprisonnement. Votre demi-frère a demandé un délai de réflexion pour pouvoir réfléchir et décider si oui ou non il acceptait cette peine, puisqu'il voudrait vérifier qu'elle sera bien aménagée. Du coup, aujourd'hui, il ne va pas y avoir l'audience d'homologation, ça va être renvoyé le 29 mars prochain. Soit pour une homologation de la peine si elle est acceptée par votre demi-frère, soit en audience correctionnelle classique. D'accord. Encore un tout petit peu de patience, si je peux dire, mais tout ça reste malgré tout positif. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, s'il faut revenir, on reviendra. On a attendu jusqu'à maintenant, on peut encore attendre quelques semaines. 15 jours plus tard, la condamnation sera confirmée. 6 mois de prison et 3 000 € d'amende. Très loin des 30 000 € de préjudice réclamés. Mais pour Patrick, le principal est ailleurs. Sa femme et lui vont enfin pouvoir envisager l'avenir plus sereinement. Dans l'histoire de l'arnaque au sentiment, grâce à des photos volées sur les réseaux sociaux, nous avons contacté un ancien usurpateur. Nous avons reconstitué la scène en images, mais notre échange sonore est authentique. Vous avez fait ça pendant combien de temps? Moi, j'ai fait ça pendant environ 4 ans. Et j'ai obtenu près de 7 000 € avec une victime. D'accord. 7 000 € en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup? Oui, ça faisait quand même beaucoup. En Côte d'Ivoire, mais aussi, je sais, au Bénin et au Togo voisins, il y a beaucoup de personnes qui font ça? Énormément. C'est l'une des seules échappatoires aujourd'hui. Et il n'y a pas de répression des autorités? Comment vous imaginez qu'un mineur puisse retirer jusqu'à 5 000 € dans une agence Western Union en Côte d'Ivoire, sans vérification et tout, avec un faux nom? Il y a plein de complicités à tous les niveaux. Et est-ce qu'il y a des complicités en France? Énormément. Pour déposer la faux chèque sur le compte des victimes. J'ai même certains qui envoient des cadeaux à les victimes, bouquets de fleurs et autres à leur adresse. Vous comprenez? Ce sont des Ivoiriens installés en France? Pas seulement des Ivoiriens, la majorité des Africains. Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, voilà. Françoise a subi ce braquage au sentiment. Mais avant d'envoyer de l'argent, tout a commencé par des lettres enflammées. Bonsoir Françoise. Je me permets de te tutoyer pensant que c'est plus sympathique. Sache déjà que je ne suis pas là pour jouer et que ma démarche est très sérieuse. Je suis français, originaire de la Pologne. La vie a été pour moi un véritable apprentissage, comme un parcours initiatique où j'ai pu acquérir une certaine sagesse et un approfondissement des valeurs de l'amour qui sont pour moi les fondements même d'une vie riche dans une dimension supérieure à l'entendement humain.
Quand de jolis mots, tout ça c'est dit. C'est incroyable. Hein. Ça, c'est tout un listing de questions pour me connaître. Alors là, c'est sans fin. Le matin, au petit déjeuner, tu es thé, café, jus de fruits. Le repas de midi. Ensuite, pause café. Tu vas souvent visiter des endroits réputés. Et vous avez répondu à toutes ces questions? Oui. Nous nous parlons à cœur ouvert et sans détour, livrant à l'autre le plus profond de son âme. Oh là 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 là. Et pourtant, vous y avez cru. Bah oui, je trouvais qu'il disait des choses qui pouvaient être assez belles, mais bon, quand je le relis maintenant, je me dis, mais mon Dieu. Chez les escrocs, le mode opératoire est souvent le même. Vous connaissez un peu le système du call center? Ouais. Il y a des scripts à chaque étape de la conversation. D'accord. Donc, à vous de modifier le script en fonction de la personne. Voilà, il y a déjà des procédures à suivre, il y a la mise en confiance. On adapte le script par rapport à l'interlocuteur en face. Donc, il faut être à la fois beau parleur et manipulateur. Justement. Et puis, il faut pouvoir ressentir aussi les émotions de la personne, les attentes de la personne. Et pour bien ferrer sa proie, l'escroc n'agit jamais seul. Alors, j'ai été en contact avec d'abord une amie du prédateur, la soi-disant sœur du prédateur, la soi-disant filleule du prédateur, son avocat au Mali. Oui, donc c'est très structuré. Voilà, très. Non, ça paraissait cohérent. C'était bien fait, honnêtement. Très bien fait. Tout ça, ça rentre dans le schéma de l'arnaque-sentiment. C'est tellement classique. La personne, vous voyez le profil de sa fille, c'est un autre professionnel qui joue ce rôle. Il y a une personne qui s'occupe du profil des enfants. Ouais. C'est le même cycle, en fait. Il y a des avocats et nanana. Un système bien rodé, mais qui parfois trouve ses limites. À partir du certificat d'adoption, j'ai eu de plus en plus de doutes, d'autant qu'il m'a dit qu'il allait partir la récupérer au Mali, que c'était le gouvernement malien qui allait soi-disant lui affréter un avion privé en plein confinement. Je me suis dit, là, ça commence à sentir un petit peu le roussi. Et là, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et après, j'ai eu des menaces, évidemment. C'était quoi les menaces? Des menaces, si tu ne me donnes pas plus d'argent, je vais te faire des choses terribles, tu verras, ce ne sera pas possible, tu dois continuer jusqu'au bout. Voilà. Et moi, j'ai dit que là, je savais que tout était faux et que j'arrêtais tout. Et après, j'ai continué à avoir des téléphones anonymes la nuit, à minuit, à 1h, à 2h du matin, auxquels je ne répondais évidemment pas pendant des semaines. Dans ces arnaques, les usurpateurs ne lâchent pas facilement leur proie, surtout quand les sommes en jeu sont très importantes. Mais est-ce qu'il y a, entre guillemets, un patron qui gère tout ça? Il y a certains boss, il y a certaines grosses têtes, en fait, qui gèrent les retraits d'argent, qui gèrent les pourcentages, les retraits par virement. Ils ont des contacts au niveau des banques, ils facilitent. C'est eux qui règlent les problèmes avec la police. Ils s'enfuient avec l'argent. Ils vont voir certains policiers pour le traquer ou essayer de le ramener. C'est digne de la mafia? Et effectivement. Et si vous témoignez à visage découvert, ça serait dangereux pour vous? Oui, énormément. Vous savez, il y a plein de personnes qui se font tuer ici pour ça. Des réseaux mafieux dangereux, sans foi ni loi et sans aucun scrupule envers les victimes. Le préjudice moral a été important dans la mesure où, effectivement, j'ai eu de grosses difficultés à dormir pendant très longtemps après, beaucoup de cauchemars. J'ai perdu du poids, de l'appétit, j'ai dû me faire aider par une psychologue. À la suite de ça, heureusement, quelques années après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait oublier toute cette mauvaise histoire, heureusement. Et j'ai beaucoup de chance là-dessus. Des histoires comme celle de Françoise sont malheureusement de plus en plus fréquentes. Bonjour maître. Bonjour Bertrand. Ça va bien? Bien et vous? À Paris, Bertrand, dont les photos ont été volées sur Internet, a intenté une action en justice. Non pas contre les escrocs, mais contre ceux qui les hébergent, les réseaux sociaux. On en est où? Parce que la plainte a été déposée il y a 2 ans. Moi, il n'y a pas une semaine sans qu'on me signale des faux comptes. Donc, à un moment donné, ils font quoi? Il se passe quoi? Que fait la justice? Et que font ces réseaux sociaux? Est-ce qu'ils se bougent? Est-ce qu'ils ont conscience du problème? Ou est-ce que ça semble normal à tout le monde? Nous, on leur signale à chaque fois les faux comptes.
On leur a envoyé toutes vos photos sur un CD, vous vous souvenez? Donc, c'est toujours les mêmes photos qui sont utilisées. Donc, à un moment, je comprends votre lassitude. On va continuer. La plainte est en cours. J'espère que le juge d'instruction qui va bientôt être nommé dans ce dossier va faire le job de remonter vers les usurpateurs, de regarder qu'est-ce qui se passe chez les plateformes. Est-ce qu'elles collaborent suffisamment? Là-dessus aussi, aucune réaction. Pourquoi est-ce qu'ils ne bougent pas? Le moindre morceau de sein, immédiatement, le compte est fermé. Instagram, Facebook, le moindre morceau de sein, ils arrivent à l'identifier et à supprimer le compte. Là, pour ça, pour des vols, des escroqueries sur des centaines de milliers d'euros, ils font rien. Enfin, c'est du foutage de gueule. Systématiquement, je reçois un courrier de l'avocat de Facebook France qui me dit « Facebook France est là pour gérer la publicité de Facebook et n'est pas responsable de la situation juridique de Facebook. Adressez-vous à Facebook Irlande. » On n'arrive pas à obtenir la responsabilité que Facebook France. C'est la même chose pour toutes les plateformes, que ce soit Twitter, Facebook, Google. C'est un problème, parce qu'il faut les assigner en Irlande. Il y a des délais extrêmement longs pour pouvoir les toucher avec les actes qu'on délivre. Mais on lâchera rien, on fera en sorte que chacune des photos qui est publiée de vous soit supprimée et qu'au bout d'un moment, ils comprennent. Enfin, je leur demande officiellement de mettre une empreinte sur ces photos. Techniquement, c'est pas très compliqué. Je pense que techniquement, ils le font pour les photos de copyright, ils le font pour des photos de pédopornographie. Je pense que c'est tout à fait possible de mettre une empreinte sur une photo pour que dès qu'elle soit mise en ligne, elle passe sous les scans du robot. Il n'y a pas besoin d'intervention humaine, je pense, pour faire ça. Après signalement, les plateformes finissent en général par supprimer les faux profils un à un. Mais pour Maître Soskin, c'est encore insuffisant. Alors le cyberharcèlement, ça commence à être un peu pris en compte. L'usurpation d'identité, j'ai le sentiment que c'est moins pris en compte. Et pourtant, c'est dramatique. Parce que tous ces gens qu'on n'arrive pas à retrouver parce qu'ils se cachent derrière des IP masqués, ils continuent, c'est l'impunité. Sur Internet, sur les plateformes, on sait, l'anonymat est possible, l'anonymat est autorisé. Donc ils continuent et ils recréent des faux comptes depuis d'autres pays ou avec des VPN qui masquent leur IP. Et c'est la loi de l'anonymat, c'est la loi de l'impunité. Sans réforme en profondeur des plateformes et sans une modification de la loi sur l'anonymat sur Internet, les escrocs ont encore de beaux jours devant eux. Selon une étude récente, chaque année en France, plus de 200 000 personnes sont victimes d'usurpation d'identité.